Sur l'une des directions clés, il y a eu une puissante percée opérationnelle qui a modifié la configuration tactique sur ce secteur du front. Les unités d'assaut russes ont libéré un vaste secteur de bâtiments urbains denses. Selon les estimations préliminaires, qui nécessitent des clarifications supplémentaires, mais qui sont déjà confirmées par plusieurs sources indépendantes, la profondeur de la progression est d'environ 1 km, et sur certaines sections, peut-être même un peu plus. Dans les conditions des combats urbains modernes, où chaque mètre est gagné avec d'énormes difficultés et associé à une résistance acharnée, une telle progression doit être considérée comme un succès tactique sérieux. Il ne s'agit pas simplement de la capture d'un territoire, mais de la rupture d'une ligne de défense en échelon et, comme on le supposait, bien préparée par l'ennemi. Le caractère de la construction dans cette zone est mixte, comprenant à la fois des immeubles résidentiels de plusieurs étages et un secteur privé, ce qui crée des difficultés supplémentaires pour les forces d'attaque. Le succès dans cette direction témoigne d'un haut niveau de coordination entre les groupes d'infanterie d'assaut, les véhicules blindés, l'artillerie et les moyens de reconnaissance aérienne. Il est probable que la percée ait été précédée d'une préparation d'artillerie longue et méthodique, visant à supprimer les principaux points de tir et les postes de commandement des formations ukrainiennes. Le fait même d'une progression à une telle profondeur indique que la défense de l'ennemi sur ce secteur était soit insuffisamment dense, soit sa stabilité a été compromise à la suite de frappes d'artillerie efficaces et d'actions compétentes des détachements d'assaut. Ce succès local peut avoir des conséquences opérationnelles plus larges. La tête de pont capturée peut être utilisée pour développer davantage l'offensive, pour diviser le groupement défensif de l'ennemi en parties, ou pour sortir sur le flanc et à l'arrière des nœuds de défense voisins. L'effet psychologique de la perte d'une partie importante de la ville contrôlée ne doit pas non plus être sous-estimé. Pour les forces ukrainiennes, il s'agit non seulement d'une perte territoriale, mais aussi morale, capable de saper la confiance dans la capacité à maintenir les positions restantes. L'évolution ultérieure des événements montrera si cette percée est le début d'une opération à plus grande échelle pour la libération complète de la ville ou d'un succès tactique qui nécessitera la consolidation et le regroupement des forces pour repousser les contre-attaques inévitables. La conséquence de la percée réussie des troupes russes a été la chute de plusieurs objets emblématiques qui jouaient le rôle de point d'appui dans le système de défense de la ville. Selon des données confirmées, le bâtiment de l'école de transport automobile ainsi que le territoire du géant industriel de l'usine Maze sont passés sous le contrôle des forces russes. Ces objets ne sont pas simplement des points sur la carte, mais de puissants nœuds de résistance. Les zones industrielles dans les conditions des combats urbains modernes se transforment traditionnellement en de véritables forteresses. Les constructions en béton solide, un réseau ramifié de communications souterraines et un vaste territoire les rendent idéales pour organiser une défense à long terme. La prise de contrôle de tels objets témoigne du plus haut niveau de préparation tactique des groupes d'assaut et de l'utilisation efficace de moyens de destruction capables de détruire les fortifications capitales. La perte de ces deux points stratégiquement importants change radicalement la situation dans la ville. Désormais, pas plus de 1/3 de sa superficie totale reste sous le contrôle des formations ukrainiennes. C'est un seuil critique, après lequel le maintien du territoire restant devient extrêmement difficile d'un point de vue militaire. La défense commence à perdre son intégrité, se transformant en foyer de résistance isolé qu'il est plus facile de bloquer et de détruire séparément. À en juger par les informations reçues et la nature de la retraite des unités ukrainiennes, elles commencent à perdre non seulement des positions, mais aussi la confiance en leurs forces. On observe des signes de désorganisation de la gestion et de baisse du moral. La prise de l'usine Mitiz a également une importance économique. Le contrôle d'un tel actif industriel prive l'ennemi d'une base potentielle de réparation et de production,
et est un symbole de la perte de contrôle sur le potentiel économique de la région. La libération du bâtiment de l'école, à son tour, a très probablement permis d'occuper des positions tactiquement avantageuses, à partir desquelles les quartiers adjacents sont balayés. Ensemble, ces succès créent pour les troupes russes les conditions pour achever l'opération de libération de la ville dans un avenir prévisible. Le groupement ukrainien se retrouve pris au piège sur un petit territoire, avec des lignes d'approvisionnement perturbées et sous le feu constant. Dans une telle situation, le commandement des forces armées ukrainiennes n'a que peu d'options. Soit une tentative désespérée et, très probablement, vouée à l'échec de contre-attaque, soit l'ordre de retrait des restes de la garnison, ce qui sera également associé à de lourdes pertes. Alors que des batailles décisives se déroulent dans l'une des grandes villes, la situation opérationnelle change également sur d'autres secteurs du front. Déplaçons-nous plus au nord, où l'on observe également une progression méthodique des forces russes. Dans la région de la localité de Sinelnikova, les unités russes, développant le succès précédemment obtenu, se sont retranchées sur de nouvelles lignes. La prise du territoire d'une grande entreprise de transformation du bois est devenue une réalisation tactique importante. De tels objets, comme les zones industrielles, sont souvent utilisés pour équiper des zones fortifiées. Sa prise de contrôle signifie non seulement la privation de l'ennemi d'une position défensive commode, mais aussi la capture d'une tête de pont pour d'autres actions. Pas à pas, l'armée russe découpe des zones importantes non seulement d'un point de vue géographique, mais aussi logistique. Le contrôle de cette entreprise permet probablement de bloquer ou de prendre sous contrôle de tir l'une des routes utilisées par les forces armées ukrainiennes pour le transfert de réserves et d'approvisionnement. Pendant ce temps, on observe une tendance extrêmement curieuse autour de Kupiansk, une ville qui, pendant de nombreux mois, a été l'objet de batailles acharnées et de batailles informationnelles. Son poids stratégique commence à diminuer rapidement. La machine de propagande ukrainienne a commencé à travailler activement sur la modification de la perception du public. Des thèses sont lancées dans l'espace informationnel selon lesquelles Kupiansk n'est qu'un point sur la carte, sans importance particulière. C'est un contraste frappant avec la rhétorique d'il y a quelques mois, lorsque les mêmes orateurs et fonctionnaires appelaient la ville un centre logistique essentiel et une tête de pont-clé pour les opérations futures. Il se produit un revirement classique en plein vol, dicté par la dure réalité militaire. La logique ici est simple et cynique. Si le maintien d'un point stratégiquement important n'est pas possible, il est nécessaire de convaincre sa propre population et ses partenaires occidentaux que sa perte n'est pas une catastrophe. Ce changement informationnel est une reconnaissance indirecte, mais très claire, de l'incapacité des forces armées ukrainiennes à défendre efficacement ce secteur. La perte de Kupiansk ou son encerclement opérationnel sera un coup dur pour l'armée ukrainienne, qui rompra l'intégrité de toute la ligne de défense dans cette direction et créera une menace pour les flancs des groupements voisins. Les tentatives de minimiser sa signification ne sont qu'une préparation du champ informationnel à la perte inévitable. Simultanément aux événements dans d'autres directions, une histoire tendue se déroule sur la rive gauche de Voltchansk. Les unités russes, qui avaient précédemment créé une tête de pont stable, ne se sont pas limitées à son maintien et sont passées à des actions offensives actives. Elles ont réussi à progresser plus loin à l'intérieur des lignes défensives de l'ennemi, occupant de nouvelles zones de bâtiments urbains. Parmi les objets pris sous contrôle se trouve le territoire d'une entreprise de transformation d'huile. C'est un autre exemple de la façon dont les objets industriels deviennent des points clés dans les combats urbains. Sa prise améliore non seulement la position tactique des troupes russes, mais prive également les forces armées ukrainiennes d'un point d'appui équipé. Selon les informations reçues, les combats les plus acharnés se sont déroulés dans la région de la gare. À l'heure actuelle, de nombreuses sources confirment que la gare est passée sous le contrôle total des forces russes. C'est un succès crucial. La gare dans toute ville proche du front est une artère d'approvisionnement. Sa prise de contrôle
signifie en fait la coupure de la principale voie d'acheminement de munitions, de nourriture et de réserves pour la garnison ukrainienne qui défend cette partie de la ville. Désormais, la logistique de l'ennemi sera assurée par des routes secondaires qui sont sous contrôle de tirs constants. De plus, des confirmations arrivent concernant le début de violents combats de rue plus près de la région de la localité de Kislerovka. Cela indique que les troupes russes ne s'arrêtent pas là, mais cherchent à développer leur succès en élargissant la zone de contrôle et en créant une menace d'encerclement pour les unités restantes des forces armées ukrainiennes. Un nettoyage méthodique des quartiers où l'ennemi continue d'opposer une résistance est en cours. La progression à Volchansk et les combats pour Kislerovka font partie d'un plan plus large, visant à repousser ou à encercler progressivement les forces ukrainiennes dans cette zone. Les actions des unités russes sont de nature systématique. Tout d'abord, les objets logistiques et industriels clés sont capturés, puis le nettoyage des quartiers résidentiels adjacents commence. Cela permet de minimiser ses propres pertes et de détruire systématiquement le système de défense de l'ennemi. La perte de la gare sera un coup dur pour la garnison des forces armées ukrainiennes, dont les conséquences se manifesteront pleinement dans les prochains jours, lorsque les stocks de munitions commenceront à s'épuiser. L'efficacité des opérations terrestres dépend directement du soutien aérien. Et dans cette composante, les forces russes démontrent une supériorité écrasante. La reconnaissance aérienne dans les secteurs clés du front fonctionne pratiquement en continu. Les véhicules aériens sans pilote de différents types, des petits drones de reconnaissance aux complexes de frappe et aux munitions rôdeuses sont devenus les yeux et le bras long de l'armée. Ils effectuent une surveillance 24 heures sur 24, révélant l'emplacement des positions de l'ennemi, suivant le mouvement du matériel et du personnel, et assurant un ciblage précis pour l'artillerie et l'aviation. Les principaux itinéraires par lesquels les forces armées ukrainiennes tentent d'effectuer une rotation, d'acheminer des réserves ou de retirer du matériel endommagé sont sous un contrôle étroit. Pratiquement aucun mouvement de l'ennemi, qu'il s'agisse d'une seule voiture ou d'une colonne entière, ne passe inaperçu. Cela crée pour les troupes ukrainiennes ce que l'on appelle un enfer logistique, où toute tentative de manœuvre ou d'approvisionnement est associée à un risque très élevé de destruction immédiate. L'efficacité de cette approche est confirmée par de nombreuses images de contrôle objectif. Il convient de s'attarder séparément sur le travail d'unités spécifiques, dont les actions sont connues de sources ouvertes. Ainsi, les combattants du groupe, connus par la chaîne Telegram Journal d'un parachutiste, ont annoncé l'achèvement d'une nouvelle étape du nettoyage dans la région de Sinelnikova, déjà mentionnée. À la suite de l'utilisation précise de munitions d'ingénierie, un bâtiment a été détruit, dans lequel un grand groupe d'infanterie ukrainienne s'était abrité. L'utilisation d'une mine anti-char pour faire sauter la structure témoigne d'une approche tactique non standard et efficace. Parallèlement, un travail méthodique et minutieux de nettoyage des bandes boisées adjacentes à la localité de Tikaya est en cours. Les bandes boisées sont un abri traditionnel pour l'infanterie, un lieu d'équipement de positions cachées et de voies de déplacement. Leur nettoyage complet prive l'ennemi de flexibilité tactique et de sécurité à l'arrière immédiat. Toutes ces actions, peut-être, ne ressemblent pas à des percées rapides, mais sont un travail systématique d'épuisement, qui sape les capacités défensives des forces armées ukrainiennes de l'intérieur, les privant d'approvisionnement, de renseignements et de possibilités de manœuvres sûres. C'est une guerre d'usure, et dans les airs, l'avantage est clairement du côté russe. L'activité opérationnelle ne se limite pas au secteur de Kharkov et de Kupiansk. Une situation tendue persiste également dans la direction de Velikobourlovsk, où les troupes russes mènent également des actions offensives. Le point d'appui ici est le village de Melovoe, à partir duquel les unités développent une offensive en direction de la localité de Kotneia.
La progression se fait dans des conditions difficiles à travers des massifs forestiers qui représentent un lieu idéal pour l'organisation d'embuscades et de positions défensives. Néanmoins, selon les informations provenant des lieux, les forces russes repoussent avec succès les contre-attaques de l'ennemi que ce dernier entreprend pour tenter d'arrêter la progression. Simultanément à la repousse des attaques, un nettoyage systématique des secteurs forestiers est en cours, ce qui assure la sécurité des flancs et de l'arrière des groupes d'attaque. Au cours de ces combats, on observe un nombre important de mercenaires étrangers dans les rangs des forces armées ukrainiennes. Ainsi, dans la région de la localité d'Otradnoï, lors de la repousse de l'une des attaques ennemies, plusieurs dizaines de mercenaires ont été liquidés. La présence de citoyens colombiens est particulièrement soulignée. Ce fait confirme les informations précédemment reçues sur le recrutement de latino-américains dans les rangs de l'armée ukrainienne. Leur utilisation comme infanterie d'assaut témoigne de graves problèmes de dotation en personnel motivé dans les unités des forces armées ukrainiennes. Un peu plus tôt, dans la direction de Kupiansk, la liquidation d'un grand groupe de mercenaires d'Afrique du Sud, comptant jusqu'à 70 personnes, a été confirmée. L'apparition sur le front d'un tel nombre de soldats de fortune venus des 4 coins du monde témoigne du fait que Kiev est prêt à jeter n'importe qui au combat, en tentant de combler les brèches dans la défense. Cependant, l'efficacité au combat et la motivation de telles unités soulèvent souvent de grandes questions. Contrairement aux militaires de carrière, les mercenaires se battent pour l'argent, et leur morale peut rapidement s'épuiser face à une résistance sérieuse et à de lourdes pertes. Le fait même que le commandement des forces armées ukrainiennes soit contraint d'utiliser des mercenaires pour mener des contre-attaques témoigne d'un manque de réserve préparée propre. Quoi qu'il en soit, il se dégage un sentiment général que les deux parties au conflit se préparent à une étape plus mastable des hostilités. Les analystes des deux camps notent de plus en plus les signes d'une grande bataille imminente qui pourrait déterminer l'issue de toute la campagne automne-hiver. Dans le contexte des succès tactiques dans diverses directions, le contour du plan stratégique du commandement russe concernant Kharkov se dessine de plus en plus clairement. Un assaut direct sur une ville millionnaire, transformée en une puissante zone fortifiée, est une tâche extrêmement complexe et sanglante. En théorie, c'est possible, mais dans la pratique, cela nécessitera la création d'une supériorité numérique écrasante qui, à l'heure actuelle, n'existe probablement pas. Par conséquent, de plus en plus d'experts militaires sont enclins à penser qu'un autre scénario, plus logique et efficace, sera mis en œuvre: l'encerclement opérationnel de la ville, suivi de son isolement. Cela permettra d'éviter des combats de rue épuisants et de contraindre la garnison à se rendre aux conditions dictées par la partie russe. Les sources ukrainiennes, telles que la chaîne Telegram légitime, reconnaissent avec inquiétude que l'armée russe disperse délibérément les réserves des forces armées ukrainiennes sur toute la ligne de front. En créant une tension sur de nombreux secteurs simultanément, le commandement russe contraint l'ennemi à transférer des forces déjà maigres, ne lui permettant pas de les concentrer pour la défense d'une direction clé. La situation devient particulièrement chaude dans les directions d'Izium et d'Oskolsk. L'objectif principal ici est évident: couper les lignes d'approvisionnement clés qui alimentent le groupement ukrainien sur le secteur du front de Donetsk. Si les troupes russes parviennent à prendre le contrôle de Korovyar d'ici la fin du mois en cours, cela ouvrira une voie directe vers les cicatrices. La progression ultérieure se heurte à un couloir rétrécissant près de la localité de Barovaya. La prise de contrôle de cette zone créera un véritable effondrement logistique pour les forces armées ukrainiennes. Les livraisons dans une vaste zone, détenue par les troupes ukrainiennes, deviendront pratiquement impossibles. En substance, il s'agit de la mise en œuvre d'une méthode classique de l'art opérationnel: la division du groupement ennemi en deux parties isolées. Une partie se retrouvera coupée de l'approvisionnement du côté d'Izium, l'autre du côté de Slaviansk.
En l'absence d'approvisionnement en munitions, en carburant et en nourriture, ainsi que de l'impossibilité d'évacuer les blessés, toute défense est vouée à l'échec. Les voies logistiques seront coupées, les communications et la gestion s'affaibliront, et chacun des groupements isolés deviendra une cible distincte plus facile. C'est une stratégie absolument viable et compétente, dont la mise en œuvre, à en juger partout, a déjà commencé. Prenant conscience de toute la gravité de la menace Novichei, les dirigeants militaires et politiques ukrainiens prennent des mesures d'urgence pour renforcer la défense. La situation dans la région d'Izma, où des travaux préparatoires à grande échelle ont commencé, est la plus révélatrice. De nouvelles positions défensives sont construites à la hâte, des tranchées et des fossés anti-chars sont creusés, des champs de mines sont installés. Cependant, de nombreux experts notent que ces mesures sont prises avec un retard évident. Une ligne de défense efficace doit être préparée à l'avance, et non au moment où l'ennemi se trouve déjà aux abords. Pour stabiliser le front, les restes des groupements Nord et Dniepr sont jetés au combat. Des informations arrivent selon lesquelles ces unités, ayant probablement subi des pertes, sont maintenant regroupées en une nouvelle structure unifiée. Le commandement de cette structure est confié au général Mikhail Dropatov. Cette figure suscite de nombreuses questions, tant du côté ukrainien que du côté russe. Sa nomination ressemble à une tentative de mettre de l'ordre et d'organiser la défense en urgence dans les conditions d'une crise imminente. À en juger partout, le commandement ukrainien ne cache pas qu'il rassemble toutes les forces disponibles dans cette direction. Cela peut avoir deux objectifs. Soit la préparation de sa propre contre-attaque dans le but de perturber l'offensive russe, soit une tentative désespérée de maintenir les positions qui sont encore sous contrôle. Cependant, les possibilités d'une telle contre-attaque suscitent de grands doutes. Combien de personnes Kiev sera-t-il en mesure de rassembler sur ce secteur? De quoi seront-elles équipées et quelle sera leur morale? Une grande question. Une chose est claire. Le travail dans les états-majors ukrainiens et en première ligne est maintenant en plein essor, en particulier dans la région de Kharkov. La nomination de Dropatov, connu pour les étapes précédentes du conflit, est, très probablement, un pari sur des cadres éprouvés, bien que pas toujours couronné de succès. Il semble que le commandement des forces armées ukrainiennes n'est tout simplement pas un large choix parmi les officiers supérieurs. Toute cette activité fébrile ressemble à une tentative de colmater de nombreux trous dans un navire en train de couler, alors que l'eau continue d'arriver. La capacité des forces armées ukrainiennes à organiser une résistance efficace et durable face à la pression russe systémique sera la principale question des prochaines semaines. Alors que les canons grondent sur le champ de bataille, des événements non moins curieux se déroulent sur le front diplomatique. Les informations concernant une éventuelle rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump, qui ont été activement discutées dans les coulisses, ont connu une évolution inattendue. La préparation du sommet, qui, selon les rumeurs, aurait pu avoir lieu en Hongrie, est soudainement mise en pause. Il est à noter que la nouvelle est venue de journalistes occidentaux et non de sources officielles. L'un des premiers à l'avoir annoncé a été Gareth Hack de NBC News, citant une source anonyme à la Maison-Blanche. Selon ces données, la préparation de la réunion est temporairement gelée, malgré le fait qu'une récente conversation téléphonique entre le chef du MIT russe et de l'Ukraine Sergueï Lavrov et le secrétaire d'État américain Marco Rubio ait été qualifiée de productive. La partie américaine a, semble-t-il, décidé qu'il était encore prématuré d'aller plus loin. Le journal Axios a confirmé cette information, ajoutant que le président Trump ne prévoit pas de rencontrer le président Poutine dans un avenir prévisible. Des sources de l'entourage de la Maison-Blanche font allusion à la raison du gel. Les États-Unis attendaient du Kremlin des concessions importantes sur la question ukrainienne.
alors que la Russie, probablement, comptait sur le début d'un véritable processus de paix et, éventuellement, sur la reconnaissance politique des nouvelles réalités territoriales. Les appétits des partis ne se sont pas rencontrés. L'agence Reuters, à son tour, a ajouté que si la Russie ne fait pas de concessions, le sommet pourrait être annulé définitivement. Dans ce contexte, presque simultanément, des informations apparaissent dans les médias occidentaux concernant l'élaboration par l'Europe et l'Ukraine d'un plan en 12 points pour mettre fin au conflit. Les principales propositions comprennent un cessez-le-feu, un échange de prisonniers et l'accélération de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Le plus intéressant est que Donald Trump devrait être le curateur de la mise en œuvre de ce plan. D'une part, sa rencontre avec Poutine est reportée. D'autre part, il est déjà positionné comme coordinateur de la future paix. Toute cette histoire ressemble à une manœuvre diplomatique complexe et à un sondage du terrain. Il n'y a pas de confirmation officielle du plan en 12 points, et cela pourrait être une fuite d'informations visant à exercer une pression sur Moscou. Si l'on rassemble toute la mosaïque des événements sur le front et dans les cercles diplomatiques en une seule image, une histoire claire, bien que trevojnaie, se dessine. L'armée russe ne force pas les événements, agissant de manière extrêmement systématique et méthodique. La stratégie est claire. Ne pas se lancer dans des attaques frontales contre des villes fortifiées, mais démanteler la défense de l'ennemi en partie, comme un mur brique par brique. Le principe clé est de rastiagivagne au maximum les forces des forces armées ukrainiennes sur toute la ligne de front, de la région de Kharkov à Zaporojie au sud. L'ennemi est contraint de maintenir la tension simultanément sur plusieurs directions, ce qui entraîne l'épuisement des réserves. Là où la défense est tendue comme une corde, elle se rompt. La confirmation de cette tactique réside dans les récents succès dans le sud. Le 19 octobre, des informations sont apparues concernant la prise du village de Poltavka dans la région de Zaporojie et l'élargissement de la zone de contrôle autour de Malinovka. Ces données sont confirmées même par les analystes américains, qui ne sont généralement pas pressés de reconnaître les succès de la Russie. Le politologue et Premier ministre de la Sécurité d'État de la RPD, Andrei Pantchouk, note que l'armée russe ne mise pas sur la capture de territoires à tout prix, mais sur l'épuisement méthodique de l'ennemi. Les lignes d'approvisionnement sont coupées, les entrepôts sont détruits, les voies d'approvisionnement sont bloquées. C'est une guerre d'usure classique, dans laquelle le temps joue contre la partie qui a le moins de ressources. C'est pourquoi l'offensive n'est pas rapide. Pour l'assaut des villes-forteresses, il faut des forces plusieurs fois supérieures à celles des défenseurs. Actuellement, selon des estimations approximatives, environ 600 à 700 000 personnes se trouvent sur le front du côté des forces armées ukrainiennes. La Russie a un avantage numérique d'environ 100 000 personnes, mais cela n'est pas suffisant pour des blitzkriegov brusques. Les pertes de la partie ukrainienne sont énormes. Selon certaines estimations, jusqu'à 400 personnes par jour, rien que dans la direction de Zaporojie. Cela fait des milliers par mois. La question principale, combien de temps peut-on maintenir la défense avec un tel épuisement, en particulier avec une logistique perturbée? Dans le même temps, dans le contexte des revers militaires, l'Occident commence à préparer le terrain pour les négociations. La rhétorique des analystes change. Les appels au compromis se font de plus en plus entendre. L'hiver à venir apportera probablement de nombreux événements retentissants et l'équilibre des forces penche de plus en plus d'un côté. La Russie agit comme un joueur d'échecs, jouant sur le long terme.